Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette manifestation d'aujourd'hui qui est le lancement de l'outil d'évaluation des données non conventionnelles. Je suis Nandita Tate du réseau IBP, un consortium d'organisations de la société civile qui travaille sur la santé sexuelle et reproductive et les droits y afférents. Nous sommes ravis de co-organiser cette manifestation avec nos collègues parce que notre réseau est convaincu de l'importance des expériences vécues, des anecdotes et de toutes ces données qui informent notre travail. Nous sommes donc très heureux d'entendre les développements pour cet outil et voir comment mieux l'utiliser pour nous assurer que ces expériences vécues, ces anecdotes contribuent à la base de données probantes dans son ensemble. Nous avons un ordre du jour très enthousiasmant aujourd'hui. Quelques mots pour la logistique. La séance d'aujourd'hui sera animée en anglais, mais nous avons des services d'interprétation en français et en anglais. Donc, choisissez l'icône en forme de map-monde à la base de votre écran pour choisir un canal linguistique. Nous avons laissé la fenêtre de dialogue ouverte pour faciliter le dialogue. N'hésitez pas à y soumettre des questions ou des observations et nous vous encourageons à soumettre vos questions dans la fenêtre de questions-réponses Q&A en bas de votre écran et nous aurons une possibilité de répondre à ces questions à la fin de la réunion. Et tout ceci sera posté sur notre site. Je vais maintenant donner la parole à mon collègue, le docteur Étienne Langlois, qui va nous présenter l'ordre du jour et le reste de la session. Étienne, à vous. Merci infiniment. Merci Nandita. Un bienvenue très chaleureux à chacun d'entre vous. Je suis ravi d'être ici. Je suis Étienne Langlois, chargé de projet du partenariat pour les nouveau-nés au double à l'OMS et je suis aujourd'hui avec un panel absolument extraordinaire qui va parler de la contextualisation de ces données dans la mise en œuvre de ces outils. Nous sommes très heureux de lancer ce nouvel outil ACE qui veut dire évaluation des données non conventionnelles et nous allons utiliser toutes ces informations pour informer nos politiques, nos pratiques, nos stratégies, pour entendre de plus en plus les voix des communautés, les exemples, les anecdotes, les études de cas, les descriptions, afin de vraiment intégrer tout ceci dans la mise en œuvre et la mise à échelle et d'offrir des services qui soient réactifs en fonction des besoins des particuliers. Cet outil a donc un potentiel considérable pour faire ce travail et nous sommes ravis de vous le présenter aujourd'hui. Lorsque nous avons commencé à développer cet outil, nous avions l'impression qu'il nous manquait une approche robuste pour l'évaluation de ce genre de données probantes. Donc, c'est de là que vient notre effort pour le bien public, pour le renforcement de ces éléments probants que nous qualifions de non conventionnels. Nous allons donc examiner ceci avec notre panel. Nous allons parler de contenu de l'outil à proprement parler et nous examinerons l'utilisation de l'outil ACE dans différents contextes pour les normes et standards de l'OMS, pour les prises de décision au niveau des systèmes. Ravi d'avoir un orateur d'Éthiopie, un orateur de la Trinité et Tobago aujourd'hui. Nous aurons le temps pour les questions et réponses, donc réfléchissez aux questions que vous souhaiteriez poser et nous attendons avec impatience vos commentaires. Et maintenant, sans plus attendre, je donne la parole à ma collègue Annie Portella. Merci Étienne. Bonjour à tous. Merci à tous de vous joindre à nous. Je travaille avec l'OMS au niveau de l'initiative concernant les nouveau-nés, les jeunes enfants, les femmes, les adolescents et les personnes âgées. Nous allons vous présenter cette nouvelle perspective. Comme vous le savez, à l'OMS, nous voulons renforcer nos processus pour renforcer la base de données en fonction de ce qui est offert. Il y a quelques années, alors que nous travaillions sur les directives sur ces interventions, nous nous sommes rendus compte qu'il nous fallait étendre la portée de ce qui est examiné au niveau de la prise de décision fondée sur les éléments probants, y compris des études créées pour
les études. Trop d'études revenaient en disant qu'il n'y avait pas d'éléments probants. Et puis, pour évaluer certains de ces éléments, il fallait pouvoir évaluer le contexte et des informations étaient difficiles à trouver. L'OMS a mis au point un programme de normes et standards pour appuyer la mise en œuvre de ces documents et de veiller à ce qu'il y ait une normalisation des documents dès le départ. Nous mettrons ce lien dans le chat dans quelques instants. Maintenant, nous avons ces normes, ce qui est important pour l'information, mais comment utiliser le processus de prise de décision? Et c'est là que nous viennent les anecdotes. Nous allons examiner les détails de l'outil ACE et voir comment nous pouvons nous en servir. Simon est un professeur de gestion et de système à l'Université de normes et systèmes de Norvège et il travaille également au Conseil de l'Afrique du Sud. Il est très intéressé par la manière dont tout ceci fonctionne et il coordonne l'assistance au niveau des projets. Je lui donne la parole. Merci Annie, merci à tous les participants qui organisent et à tous ceux qui organisent le séminaire. Nous nous réjouissons de cette discussion. Diapositive suivante. Étienne et Annie ont déjà parlé de l'importance placée par un grand nombre de parties prenantes sur la description de la mise en œuvre des stratégies. Une autre et les données locales ou les connaissances dites tacites sont des éléments probants, des informations qui intéressent beaucoup les décideurs au niveau de la mise en œuvre des programmes. Bien entendu, il y a des sources d'informations très importantes au niveau de l'acceptabilité de ces informations. Cela nous aide à déterminer les facteurs qui vont affecter la mise en œuvre des programmes et ces informations peuvent être très utiles pour le développement de méthodes de soutien à la mise en œuvre des programmes au niveau des lignes directrices, au niveau clinique notamment, au niveau national comme au niveau international. Ensuite, ceci dit, comme Annie l'a déjà dit, pour utiliser ces sources de données non conventionnelles, euh, il nous faut des méthodes qui permettent d'en évaluer les points forts et les limites. Diapositive suivante. Avant que je parle un peu plus de la manière dont nous avons développé cet outil ACE, j'aimerais vous expliquer ce que nous entendons par documentation source non conventionnelle. Ce n'est pas facile, en fait, de trouver un terme qui permette de décrire ces sources. Ceci dit, cela inclut toute une gamme de catégories d'informations qui partagent les caractéristiques suivantes. Tout d'abord, ce sont des sources qui sont généralement descriptives plutôt qu'analytiques. Ensuite, elles sont souvent fondées sur les opinions, l'expérience ou les observations des gens et peuvent inclure les données provenant de sources de routine telles que le système HMIS et elles n'incluent que rarement des données empiriques collectées et rassemblées en utilisant des méthodes explicites, comme dans le cas d'études de recherche planifiées. Donc, pour ce qui est des études primaires, des observations et des méthodes explicites, c'est plutôt comme cela que nous fonctionnons. Ensuite, diapositive suivante. Nous avons élaboré cet outil ACE pour évaluer les points forts et les limites de ces documents sources non conventionnels. L'idée étant que l'outil fournit des évaluations structurées et transparentes des limites de ces sources. C'est ce qu'a dit Annie tout à l'heure. Cela a été développé par l'OMS avec une contribution d'un grand nombre d'utilisateurs potentiels
un certain d'entre vous qui participent à la réunion d'aujourd'hui ont peut-être déjà participé à cette collecte de données. Comment avons-nous élaboré ces données? Alors, au niveau de la première phase, nous avons déterminé quels étaient les outils et les normes existantes et qui puissent être utilisés. Il y en a qui sont utilisés pour permettre une évaluation critique de la documentation spécialisée, mais il nous a semblé que ceci était un peu trop étroit dans leur approche. Ce que nous voulons, c'était des outils qui soient utiles pour les gens au niveau de la mise en œuvre au quotidien des programmes, pour le développement et leur mise en œuvre, mais aussi pour le développement de produits fondés sur les éléments probants. Nous avons décidé d'utiliser certains de ces outils comme source et puis de développer un nouvel outil. Nous avons créé une première version qui contenait 11 critères d'évaluation et des instructions pour permettre aux utilisateurs de s'en servir. Et au niveau de la troisième étape, nous sommes passés à au test par les utilisateurs de l'outil. Et c'est à ce niveau-là que nous avons procédé à des synthèses des éléments probants. Nous avons organisé des réunions avec les utilisateurs et les experts pour avoir un feedback. Et puis au niveau de la dernière étape, nous avons affiné l'outil qui est ce que vous voyez aujourd'hui dans le document qui contient les 11 critères d'évaluation. Ces critères d'évaluation se concentre sur des coéléments, le contexte et l'objectif de la source, le caractère complet de l'information présentée dans la source et la mesure dans laquelle des éléments probants sont fournis à l'appui des conclusions tirées. Ensuite, sur la base de la détermination pour chacun des critères, les utilisateurs procèdent à une évaluation générale des limites de la source. Cela peut aller de préoccupations mineures ou inexistantes à des préoccupations sérieuses euh, euh, quant à la source. Je ne vais pas examiner avec vous tous les outils, toutes les évaluations. Je sais qu'un grand nombre d'entre vous ont déjà regardé le document et il contient beaucoup plus d'informations détaillées. Ce dont je voulais parler un petit peu, c'est la manière dont l'outil ACE contribue à l'écosystème des éléments probants. Je suis certain que les orateurs qui vont me suivre en parleront et un grand nombre d'entre vous, j'en suis sûr, connaissent cette diapositive de l'écosystème des éléments probants qui consiste à commencer par une collecte de données primaires, ensuite une synthèse au niveau de l'utilisation, ensuite un soutien à la prise de décision avec des directives, des lignes directrices. Nous avons une dissémination aux utilisateurs et pour la production de ce qui est donné par les éléments primaires. Et puis, nous indiquons les éléments qui sont appuyés avec ces petits cercles roses à tous les niveaux de l'écosystème des éléments probants. Et vous pouvez voir que tous sont concernés. Les sources non conventionnelles peuvent être utilisées pour une évaluation systématique qui peut être plus efficace au niveau de l'évaluation du point de vue des utilisateurs et des parties prenantes. Nous pouvons également utiliser l'outil ACE pour une évaluation et une amélioration de l'étape politique et pratique. Ils peuvent contribuer en effet à une structuration des rapports sur les programmes dont Annie a fait mention brièvement tout à l'heure. Diapositive suivante. Je voulais de manière plus spécifique parler de l'utilisation de l'outil ACE à l'appui des documentations sources non conventionnelles pour le développement des lignes directrices et le processus d'adaptation au niveau national. Ces directives sont importantes pour le travail de l'OMS. Et ces lignes directrices sont utilisées dans un grand nombre de contextes. Nombreux sont ceux d'entre vous qui savent que l'OMS utilise un cadre de prise de décision structuré pour l'élaboration de ces lignes directrices. Et c'est une méthode simple d'organisation des informations. Ce n'est pas très, très compliqué. Les directives
d'élaboration du panel qui va se charger de l'élaboration va examiner les différents critères qui sont inclus, y compris quels sont les avantages et les inconvénients de l'intervention, les valeurs accordées à différents résultats des interventions selon les gens, dans quelle mesure ceci est-il acceptable et utilisable. Et selon nous, l'outil ACE peut mettre en place les données à différents niveaux pour la prise de décision au niveau des directives, y compris l'acceptabilité, la faisabilité des interventions, l'équité et la transmission de ces informations et leur intégration dans les considérations de mise en œuvre. Pourquoi devrions-nous utiliser cet outil? Quelle est son utilité? Comme nous l'avons dit, il nous semble qu'il nous permet de mieux utiliser les sources de données non conventionnelles pour mettre au point des produits à destination de la décision, de la prise de décision. Cet outil peut également nous permettre de déterminer le niveau de confiance que l'on peut accorder à des synthèses. On a déjà quelques exemples. Cet outil peut également nous permettre de mieux utiliser les informations sur les perspectives, les expériences vécues de certaines personnes ou affectées par les programmes à des fins de planification et de mise en œuvre. Et enfin, cela peut permettre également de faire entendre une plus vaste palette de voix dans la prise de décision. C'est cela qui nous a poussé à mettre au point cet outil qui nous permet de tenir compte de ces voix dans le processus de prise de décision. Je vous invite ici à consulter ce document où sont abordés plus en détail les groupes de parties prenantes que vous voyez à l'écran. Vous êtes peut-être gérant d'un programme ou peut-être que vous travaillez sur les données, sur la recherche et vous seriez donc intéressé par ce document. Pour conclure, les décideurs ont de grands besoins en matière d'information et ils sont souvent, d'après mon expérience, disposés à puiser dans des sources d'informations qui proviennent de milieux similaires aux leurs. Et cet outil fournit des critères explicites pour évaluer les avantages et les inconvénients des sources de données non conventionnelles. Et enfin, cet outil peut donc contribuer à mieux utiliser ces sources, à les utiliser de façon appropriée et de façon éclairée. Nous espérons que cet outil pourra attirer l'attention sur la valeur des informations non conventionnelles et contribuer à rendre la prise de décision plus adaptée aux besoins exprimés. Vous voyez ici un code QR que vous pouvez utiliser pour télécharger le document dont je vous ai parlé. Merci Simon. Je vais commencer par me présenter et par saluer tous nos collègues et notre assistant d'information d'intelligence artificielle. Je suis Ozge de l'OMS. Je travaille pour le programme spécial sur la reproduction humaine. J'ai travaillé pour le comité de lecture qui révise tous les rapports de l'OMS. Et pour répondre à la question posée par Simon, qui porte sur l'utilité de cet outil, eh bien, je vous dirais que l'un de nos rôles à l'OMS, c'est précisément d'élaborer des recommandations sur la base d'éléments probants. Et parfois, il ne suffit pas de regarder simplement les données. Il faut également nous demander comment évoluent les méthodes et comment améliorer ce processus. Au fil des années, le travail d'élaboration de lignes directrices s'est amélioré grâce à de nouvelles méthodes. D'abord, on travaillait de façon systématique. On examinait les données de façon systématique. Ensuite, comme vous l'avez vu, comme l'a dit Simon, quand on élabore des
recommandations, quand on examine un grand nombre de facteurs sur l'équité, la faisabilité, eh bien, il nous faut réfléchir. Il faut également qu'on se penche sur des données qualitatives, ce qui nous a exigé de modifier notre démarche. Il y a, à ce moment-là, on a réfléchi à utiliser de façon plus systématique et de façon plus transparente d'autres types de données. Certaines données ne sont pas quantitatives ni même qualitatives que l'on utilise traditionnellement dans la prise de décision, mais elles peuvent néanmoins présenter une valeur. C'est là qu'intervient l'outil ACE à l'OMS. Ma collègue Pourra, qui est de la division scientifique et avec laquelle je travaille de près, elle n'est pas parmi nous aujourd'hui malheureusement, mais pour elle comme pour moi, il importe de réfléchir à utiliser cet outil pour encourager, systématiser l'utilisation de ce type d'éléments probants dans nos analyses. Quand on produit des normes, des lignes directrices de portée mondiale, il y a autre chose qui arrive lorsque l'on adapte ces lignes directrices au niveau des pays. Là, les données nationales prennent toute leur importance. L'utilisation de ce type de données. D'où l'utilité de cet outil pour pouvoir adapter toutes ces lignes directrices, ces normes mondiales à l'échelon national. Alors, pour répondre à la question qui a été posée, quelle est l'utilité de cet outil? Est-il utile de l'utiliser dans une organisation comme l'OMS? Eh bien, euh, je pense que oui, et nous travaillons là-dessus. Je vais à présent me tourner vers Étienne, qui va nous donner des perspectives nationales, qui va nous présenter comment cet outil peut être utilisé au niveau national. Merci, Özge. Ce que je vais dire est tout à fait complémentaire à ce qui a été déjà présenté par Simon. Il nous a parlé de l'écosystème des éléments probants. On a également évoqué l'utilité de cet outil pour l'OMS, pour fournir un plus grand nombre de données, pour éclairer les lignes directrices. Il s'agit d'un bien public que l'on peut utiliser à l'appui des décisions locales et pour éclairer la mise en œuvre et l'intensification de certaines interventions à des fins d'amélioration et de progrès. On va donc présenter la perspective de certaines parties prenantes qui ont des difficultés sur ce front. Et pour ce faire, je vais donner la parole à deux intervenants. D'abord, Abi Sefou, qui est professeur assistant à la faculté de santé publique à Addis Abeba, en Éthiopie. Il est spécialisé dans la recherche sur la mise en œuvre et plus particulièrement sur les services de santé maternelle et infantile. Je donnerai ensuite la parole à Shelly Ann Hunt, qui est chercheur associé au Centre caribéen pour les systèmes de recherche et de développement en matière de santé à Trinité et Tobago. Elle travaille sur le renforcement des systèmes de santé. Je donnerai d'abord la parole à Abby. Je vous remercie, j'espère que vous m'entendez. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Simon sur les données non conventionnelles. D'après les expériences en matière de recherche sur la mise en œuvre, avant de mettre au point un modèle sur la mise en œuvre,
Ce que l'on fait en général, c'est qu'on se penche sur la littérature existante pour avoir une connaissance des données non conventionnelles. Ensuite, on fait une collecte de données quantitatives et qualitatives sur le terrain de la part des différentes parties prenantes. Et ensuite, on rassemble ces différentes sources de données lors d'un atelier de conception ou qui rassemble différentes parties prenantes chargées de valider le résultat de cet exercice et pour également connaître leur point de vue et leurs préoccupations éventuellement. Ces sources de données non conventionnelles, à mes yeux, peuvent faire l'objet d'une évaluation systématique et ce serait très utile de le faire pour combler les lacunes existantes. La prise de données doit être fondée sur des données probantes et les données non conventionnelles pourraient combler les lacunes de données pour mieux comprendre le contexte qui souvent n'est pas abordé dans les publications auxquelles nous avons accès dans la littérature. Cet outil peut également nous permettre de répondre à des questions comme où et quand une intervention comprend des composantes de base et des données non conventionnelles peuvent nous permettre de mieux comprendre ces composantes de base à des fins d'adaptation à un autre contexte éventuellement. Plus particulièrement, je peux vous donner un exemple de recherche sur la mise en œuvre. On a passé 3 ans à mener des travaux pour ensuite publier un document qui ne saisit pas tout ce qu'il aurait pu saisir. Il y a énormément d'enseignements qui peuvent être tirés, mais qui n'ont pas leur place dans les publications qui voient le jour. Il me semble donc que cet outil pourrait nous permettre d'évaluer systématiquement les connaissances disponibles pour qu'ensuite la mise en œuvre soit plus éclairée, mieux contextualisée. Nous remercions donc l'équipe qui a mis au point cet outil et nous nous réjouissons d'avance de le mettre à profit. Merci Abby. C'est essentiel en effet de mieux comprendre le contexte. Merci de l'avoir précisé. Nous allons à présent nous rendre à Trinité et Tobago, un pays qui est confronté aux mêmes difficultés. Et pour ce faire, je donne la parole à Shelly Ann Hunt. Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend? Tout à fait. C'est un grand plaisir de prendre la parole ici pour vous parler de notre expérience l'utilisation d'informations contextualisées. Ce nouvel outil pourrait nous aider à évaluer les avantages et les inconvénients des données euh, con- conventionnelles ou non conventionnelles. Et c'est là sa valeur ajoutée. Pour commencer, je vais planter le décor de notre centre caribéen pour la recherche et le développement. Nous travaillons avec les décideurs politiques depuis 5 ans pour orienter la prise de décision, travailler avec d'autres acteurs. Nous avons la chance de travailler avec différents ministres, différents secteurs comme la santé. Nous travaillons sur des ateliers, des formations de renforcement des compétences
Nous avons produit différentes synthèses avec d'autres acteurs sur les priorités stratégiques comme la santé mentale, la santé génésique, le renforcement des systèmes de santé, les systèmes d'éducation et d'autres sujets encore. Notre expérience a révélé que le développement de la contextualisation des éléments probants est essentiel pour identifier les considérations pour les interventions programmatiques. Ça n'a pas, bien sûr, ça ne s'est pas déroulé sans heurts. Nous avons eu des défis pour l'identification des éléments probants, l'accès aux éléments probants, leur évaluation en termes de fiabilité et il n'est pas toujours facile d'obtenir les autorisations pour utiliser ces éléments probants. En plus, dans un grand nombre de cas, on s'aperçoit que les données sont fondées sur des études de recherche primaire qui sont dépassées ou dont il y a très peu d'exemples. Les considérations d'équité, la faisabilité des interventions et leur mise en œuvre au niveau local, y compris les éléments probants concernant les obstacles éventuels et les contre-stratégies. Et ceci, bien souvent, nous a forcés à changer les matériaux sources non conventionnels. Quelques exemples de matériaux sources non conventionnels utilisés par le passé. Nous avons de la chance, nous avons les documents de politique nationale qui ont des sections de contexte ou des sections de contexte local ou une section contexte et raisonnement. Donc, cela a été utilisé de par le passé. Nous avons eu des rapports sur les entretiens avec les données d'information clés. Nous avons aussi un guide sur les programmes et services sociaux, les descriptions des programmes. Nous avons utilisé les rapports nationaux, les stratégies de développement et les plans d'atténuation sociale, les feuilles de route pour la reprise, les plans d'investissement sociaux et le rapport annuel de la Commission sur les services publics. Il est toujours bon d'avoir un nouvel outil car c'est toujours excellent d'avoir une nouvelle option. On va apprendre ce nouvel outil. Nous sommes très heureux de cela. Nous allons en vérifier l'efficacité et nous nous sommes aperçus qu'il y avait beaucoup d'alignement, entre les données non conventionnelles que nous utilisions et celles que nous, de par le passé, les nouvelles. Au niveau des revues, nous nous sommes aperçus que nous, allions tirer beaucoup parti de ce nouveau système et nous voulons, nous en servir comme projet pilote et l'intégrer dans nos programmes de formation. Et dans le cadre de contextes à ressources limitées, dans les pays en développement ou les pays à faible revenu, où les données empiriques sont souvent limitées, il est souvent critique d'évaluer les points forts et les points faibles des documents sources non conventionnels qui seraient utilisés pour informer la sélection, la mise en œuvre des interventions de politique ou de programmation. Encore une fois, je vous remercie de votre présence. Merci d'avoir partagé cet outil avec nous et nous sommes très heureux de nous trouver avec vous aujourd'hui. Merci Shelley-Anne. Merci de nous avoir présenté cette perspective. À ce stade, je voulais lancer la séance de questions-réponses. Le moment est bien choisi, je crois. N'hésitez pas à taper votre commentaire ou question dans la colonne de questions-réponses ou dans la colonne de dialogue. Donc, Simon a fait un travail remarquable pour rassembler ces informations. Donc, j'aimerais vous demander, Simon, de nous dire de manière plus claire ce que l'on entend par éléments probants non conventionnels et pourquoi. Parce qu'on les appellera, et peut-être qu'à l'avenir, on ne les appellera plus comme ça parce qu'ils feront peut-être partie des éléments qui deviennent conventionnels. Donc, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce point? Et je crois que vous avez également des exemples que vous pouvez nous offrir utilisant des données non conventionnelles et des méthodologies dont l'application a été essayée. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner quelques informations pour lancer la discussion, s'il vous plaît? Merci. Merci. Merci, Oscar. Vous vous en souviendrez, nous avons longuement discuté pour déterminer comment nous allions appeler ces sources d'informations qui incluent plusieurs différents
différents flux d'informations, de rapports d'informations, de recueils de données tacites, d'anecdotes et autres types d'informations générées dans le comme l'ont mentionné certains des participants dans la colonne questions-réponses au niveau des communautés. Donc, c'est un processus qui n'est pas aussi empirique. Il a donc été difficile, de trouver un terme idoine. Nous avons choisi source parce que nous voulons indiquer qu'il ne s'agit pas de documents qui sont sortis ou qui émanent d'un système de recherche, rigoureux, mais d'autres sources. Le terme source nous a semblé, adéquat pour inclure l'hétérogénéité de ces matériaux. Et puis c'est inconventionnel, non conventionnel dans quel sens? Eh bien parce qu'ils ne sont pas tirés de processus et structures de prise de décision conventionnelles à l'heure actuelle. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ne considéreraient pas ces sources comme des éléments probants. Notre propre expérience, et comme d'autres déjà l'ont dit, Sherry, Abby, heu, ces éléments probants peuvent jouer un rôle important dans le cycle des systèmes. Donc voilà un peu de contexte sur la raison pour laquelle nous avons choisi le terme source de données non conventionnelles. D'aucuns les appelleront sans doute d'autres choses, mais c'est le terme que nous avons choisi. Et Simon, il y a une autre question qui a été posée pendant que vous parliez concernant l'outil. Donc, je voulais poser la question, si les critères est-ce que les critères sont pondérés? Par exemple, les éléments probants contextuels ou locaux peuvent avoir une grande valeur et ce sont ces critères qui mériteraient une pondération supérieure. Nous n'avons pas de pondération des critères. Ils reçoivent, une valeur numérique en fonction des critères, des 11 critères de l'outil. Ce que nous essayons, c'est de différencier entre les critères qui vont être appliqués à n'importe quelle source et ceux qui peuvent être appliqués à des sources qui révèlent, une collecte ou un recueil ou une analyse, d'informations empiriques. Donc il y a une différenciation qui a été effectuée à ce stade. La semaine, nous avons évoqué le fait que des préoccupations ont été évoquées lorsque l'on regarde l'ensemble des critères et si et vous estimez que les informations liées à certains critères sont très importantes, cela peut être pris en considération et nous pouvons, trouver des explications. Mais il n'y a pas, je le répète, de pondération. Merci Simon. Quelques questions dans la fenêtre de dialogue et dans la fenêtre de questions-réponses, mais j'aimerais me tourner vers Abby et Shelly-Ann pour avoir leur réaction. En effet, vous avez dit que vous travaillez au niveau du pays et Simon, n'hésitez pas non plus à intervenir. Est-ce qu'il y a des guides, heu, ou des directives de meilleures pratiques quant à la manière de, chercher cette catégorie d'éléments probants? Est-ce que vous pourriez nous donner davantage de détails sur la manière dont vous recherchez, ces directives et sources relatives à la mise en œuvre et pour l'évaluation de l'avenir? Merci. Heu, tout le monde peut répondre, bien sûr. Eh bien, pour nous, nous examinons les sites web sur lesquels nous avons travaillé avec nos, partenaires, nos parties prenantes. Nous regardons leur, collection de données. En plus, nous procédons à des entretiens avec les, informants principaux et nous leur demandons s'il y a des sources d'éléments probants que nous pouvons utiliser et bien souvent, ils nous dirigent vers des sources de données non conventionnelles, ce qui est très utile. Je vais demander à Abby peut-être de nous faire part de son expérience. Merci. Merci Shelley. Je crois qu'il n'y a pas d'outil standardisé pour évaluer de manière systématique ces catégories de connaissances. J'hésite à les qualifier de non conventionnelles.
mais elles relèvent de la documentation spécialisée avec des dénominateurs. Donc ça peut être en fait n'importe quoi, y compris des études, heu, formelles que l'on retrouve dans la littérature médicale spécialisée, par exemple. Donc ces outils peuvent être adaptés en fonction, de ce qui se passe et les 11 critères peuvent être très utiles. Nous utilisons donc notre, jugement personnel pour déterminer les, lignes directrices à appliquer. Je vous remercie, Abby, et je pense aussi à ces sources de recherche, car c'est parfois très difficile de piocher. Est-ce que l'intelligence artificielle va nous aider à trier tout ceci? Je vais aussi demander à Simon de répondre sur ce point. Et puis Simon, il y a une question, qui est arrivée dans la fenêtre de dialogue. Est-il possible de combiner les éléments probants conventionnels et non conventionnels dans une recherche? Comment synthétiser ces éléments probants, par exemple, et les évaluations que j'ai mentionnées dans la séance dans la fenêtre de questions-réponses en sont des exemples. Est-ce qu'on peut avoir des lignes directrices qui rassemblent les données conventionnelles et non conventionnelles? Eh bien, sur ce point, je suis sûre qu'il y a des gens qui participent aujourd'hui et qui ont plus d'expérience que moi en la matière. Mais que ce soit lorsqu'il s'agit de la synthèse des éléments probants, il est logique, de développer l'élément de recherche comme de toute recherche, que ce soit au niveau des interventions cliniques, enfin, quel que soit le sujet d'intérêt. L'on n'a pas vraiment utilisé les filtres, typiques que l'on utilise, par exemple, pour les essais randomisés, mais ce que l'on peut aussi faire, une fois que tout ceci a été effectué, c'est d'utiliser une plateforme telle que Peer Review ou Covidence, qui applique ces filtres à l'envers pour éliminer, certains éléments pour les évaluations systématiques et vous vous retrouvez en fin de parcours avec un groupe de documents, de documentation qui inclut également les sources non conventionnelles. Mais c'est un processus, qui est assez long. Lorsque l'on arrive au niveau national, il y a bien d'autres manières, d'étudier les plateformes grâce aux plateformes pour étudier, les documents nationaux, par exemple. Donc, est-ce que l'on peut combiner les éléments probants conventionnels et non conventionnels dans la recherche? Je crois que c'est ce que font les décideurs, constamment parce qu'ils rassemblent sans cesse, heu, différentes informations, certaines fondées sur la recherche, est-ce que d'autres sur la rentabilité dans leur contexte. Ils, regardent aussi les connaissances des planificateurs de programmes dans leur contexte quant aux questions d'acceptabilité. D'autres contextes, pour, voir quel est l'impact de la mise en œuvre. Donc c'est quelque chose qui est fait constamment, je crois et ce que nous essayons de faire, c'est de fournir un soutien à ce processus et à bien des égards, l'idée est de combiner les informations utilisées de manière peut-être moins explicite, de façon plus explicite dans le processus lui-même et comme je l'ai dit, c'est ce que nous avons fait au niveau des lignes directrices de l'OMS heu, en nous fondant sur, des données, en fonction de leur acceptabilité et de la possibilité de les mettre en œuvre. 2 questions pour vous, Simon. Et je crois que ce sont les 2 dernières que nous allons poser avant, de passer au dernier point. La différence entre données conventionnelles et non conventionnelles en termes de terminologie. Je vois qu'il y a une question là-dessus. Est-ce que vous pourriez revenir dessus? Et puis tous les outils, qui sont, décrits. Qu'est-ce qu'est-ce qui attend l'outil ACE à partir de maintenant? Qu'est-ce qui va se passer pour son avenir immédiat?
D'aucuns décriraient peut-être certaines des sources, auxquelles nous avons fait référence comme étant de nature anecdotique. Malheureusement, il y a souvent une connotation négative à ce terme qui est utilisé souvent par, contraste au terme empirique. Ce que nous essayons de souligner ici, c'est l'importance de la documentation qui permet de faire entendre la voix des gens comme expérience au niveau du processus décisionnaire et ce de manière plus systématique. Le terme anecdotique n'est pas forcément toujours aussi acceptable, mais certains des éléments que nous utilisons sont décrits ainsi, heu, par certains. Pour ACE, qu'est-ce qui attend ACE pour l'avenir? Pour nous, la l'élément clé, c'est qu'il soit lancé, qu'il soit utilisé. Nous attendons vos rétro-informations, vos réactions pour voir comment on peut l'améliorer, où sont les lacunes, où sont les rectificatifs qui en permettraient l'amélioration. Il y a aussi les normes de préparation de rapport du programme. Il y a un lien, selon nous, entre l'outil ACE et les rapports des programmes et la qualité des éléments qu'il contient. C'est important peut-être d'en parler parce que c'est important pour l'avenir. À vous. Dernière intervention, peut-être. Est-ce qu'Annie voudrait intervenir? Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci d'avoir posé cette question. Comme je l'ai dit dès le départ, il s'agit là d'un effort de collaboration. On travaille sur la recherche, sur la mise en œuvre, on essaye d'en discuter, d'en débattre et on se rend compte on se rend compte que si on n'a pas suffisamment d'informations, alors il y a trop de lacunes en matière de données. J'ai mentionné le contexte et oui, c'est vrai, parfois, il nous faut mieux connaître les mécanismes qui relèvent du contexte, les mécanismes de mise en œuvre, la qualité de la mise en œuvre. Or, ce sont des informations qui sont très difficiles à trouver, notamment les études sur l'efficacité des interventions. On utilise différents rapports qui ont été présentés à des donateurs, par exemple, sur un programme donné pour obtenir ce type d'informations. L'idée, c'était de trouver une méthode qui permettait de systématiser un peu ce travail pour obtenir les données fondamentales dont on a besoin sur la mise en œuvre. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé de systématiser ce travail fondé sur l'examen documentaire, des réunions d'experts. Ensuite, ce prototype a été mis à l'essai et utilisé pour élaborer des rapports. On espère, encore une fois, que cet outil servira à différentes fins. Simon l'a dit, c'est un outil qui a été adapté, qui a été utilisé par un collègue pour une revue, pour aider un contributeur à élaborer différents articles. Il a également été utilisé pour des propositions. C'est intéressant donc de voir comme cet outil de portée générale peut être utilisé à différentes fins. C'est intéressant de recueillir vos retours d'informations pour savoir dans quel contexte cet outil a été utilisé. Nous espérons encore pouvoir le perfectionner grâce à vos retours d'informations. Merci donc pour cette question. Merci Annie. Une question qui s'adresse à Abby et Shelley. Je la retrouve ici. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer comment utiliser cet outil dans le contexte de la décolonisation, la localisation, pour permettre d'exploiter davantage les connaissances locales? Qu'en pensez-vous? Abby, peut-être que vous pouvez commencer cette fois-ci? Je vous remercie. Grande question.
Cet outil permet d'utiliser des données locales à des fins de décision, ce qui pourrait contribuer à autonomiser, donner les moyens aux décideurs locaux de recourir à des données qui autrement sont exclues, ne figurent pas dans des revues spécialisées. Et ce faisant, il me semble que l'on pourrait mieux équilibrer les rapports entre nord et sud et assainir, pour ainsi dire, les partenariats en place en matière de prise de décision. On utilise de plus en plus des données qui contribueraient à mieux documenter, ce qui va à son tour contribuer à accroître la base des données, les bases de données dont on dispose, ce qui permettra de combler certaines lacunes existantes. Merci Abby. Chélie, à vous. Je voudrais me faire l'écho de ce qu'a dit Abby et ajouter qu'en général, les données empiriques, elles sont celles qui nous intéressent le plus, mais les données localisées, locales, sont également importantes et il faut pouvoir utiliser et pouvoir écouter toutes les voix. Nous espérons que la façon de collecter, de stocker les données, de les utiliser, va s'améliorer au fil du temps. Merci, merci à tous, merci aux participants pour vos questions fascinantes. Et vous nous permettez toujours d'approfondir le débat avec des questions parfois inattendues. Et merci également aux orateurs qui ont répondu à ces questions. Annie, à vous. Très bien. À présent, nous allons écouter John Reader, directeur du programme spécial pour la recherche et la formation sur les maladies tropicales. Il est également directeur de la recherche pour le développement sanitaire. À vous, John. Bonjour et merci. Les questions d'accès sont essentielles pour les systèmes de soins de santé. Les interventions ne parviennent jamais à leur potentiel plein. Comme vous le savez, il s'agit de recherche sur des systèmes réels et on cherche vraiment à régler des problèmes sur le terrain. Que nous avons fait, nous avons essayé de développer les capacités ces dernières années sur ces activités. Mais Abiesheli l'ont dit, c'est important, mais ce n'est pas suffisant pour la création ou la génération de données. À l'OMS, on réfléchit à améliorer les méthodes de recherche et l'élaboration de normes et de standards. Cet outil euh, va s'avérer essentiel pour ce faire. Osgay nous a parlé du rôle d'élaboration de recommandations, mais il ne s'agit pas simplement de cela. Ce qu'il nous faut, c'est mettre en œuvre, euh, tenir compte des données probantes. Les difficultés rencontrées doivent également nous être transmises et expliquées pour que nous puissions en tenir compte et améliorer notre façon de faire. Les expériences documentées vont s'avérer précieuses pour relever les difficultés rencontrées dans les systèmes de santé nationaux. Cet outil peut vraiment représenter une aide précieuse. Les décideurs se posent un grand nombre de questions, de grands besoins de données et ils ont besoin d'expériences documentées sur le terrain, sur des décisions qui ont été prises. Ces données non conventionnelles peuvent compléter les autres sources utilisées.
Ils font partie d'une vaste palette de données dont il nous faut tenir compte au niveau national et mondial. L'une des principales difficultés consiste à rassembler ces données de façon appropriée pour éclairer la prise de décision. Et cet outil est donc opportun à cette fin. L'OMS est déterminée à contribuer à l'utilisation de cet outil pour permettre de jeter la lumière sur certaines perspectives qui peuvent s'avérer utiles dans la prise de décision. Ça peut permettre d'éclairer la prise de décision. On a entendu parler ici de progrès, mais il me semble que cet outil est encore en cours de perfectionnement. Il sera bon d'identifier des lacunes pour les combler. L'OMS va réfléchir aux prochaines étapes à suivre, notamment auprès du personnel, pour réfléchir à son utilisation et sa contribution à l'élaboration de nouveaux outils. Pour conclure, je voudrais remercier, féliciter l'équipe de l'OMS, tous ses collaborateurs pour cette évolution, cette nouveauté qu'il nous faut louer ici. Merci, merci John. On a beaucoup réfléchi au nom de cet outil. Merci à tous les participants à ce webinaire. Quelques messages à présent que j'aimerais vous annoncer, ou les messages qui ont été transmis lors de ce webinaire. Il s'agit d'un outil qui peut permettre d'éclairer la prise de décision pour une organisation comme l'OMS qui formule des recommandations, mais également pour d'autres acteurs, y compris au niveau national. On arrive à un stade où il nous faut nous concentrer sur la mise en œuvre, l'intensification des interventions si l'on veut atteindre les ODD. Cet outil, dans ce contexte, peut donc renforcer les moyens dont on dispose à cette fin. On aimerait également entendre votre point de vue sur cet outil, sur ses utilisations possibles, et nous vous encourageons donc à en faire l'utilisation dans votre propre contexte pour la prise de décision, pour l'élaboration de politiques. Partagez ensuite votre expérience avec nous. Nous vous y invitons. Vous pouvez utiliser les adresses mail que nous vous avons fournies aujourd'hui pour ce webinaire. Il serait bon de se poser la question d'un scénario où ce type d'outil ne serait pas disponible et on manquerait d'informations de contexte sur certains programmes. Cet outil cherche vraiment à mieux planter le contexte des politiques, des programmes, pour étayer la mise en œuvre et pour s'axer davantage sur les personnes. On aimerait donc connaître des expériences empiriques d'utilisation de cet outil pour soutenir la mise en œuvre, l'intensification des interventions. Abby a vraiment souligné un point important. Il s'agit vraiment ici de décoloniser la santé mondiale. Il faut s'assurer de faire entendre les voix des communautés, tenir compte des données locales pour favoriser des actions locales, ce qui m'amène à mon dernier point sur le renforcement des capacités. L'idée, c'est de mettre en place une initiative de renforcement des capacités autour de cet outil pour le perfectionner. C'est un outil évolutif. On a parlé ici d'adaptation. Et il nous faut aussi réfléchir à son amélioration dans sa prochaine version en fonction de l'application que vous lui avez donnée. On réfléchit donc à un renforcement des capacités pour favoriser l'adoption de cet outil. Alors, si vous avez des idées sur les efforts de renforcement des capacités qui seraient possibles, nous sommes tout oui et nous serions ravis d'entendre vos brillantes idées. Nous sommes surprenamment ponctuels malgré le programme chargé. Nous vous remercions pour votre participation active, pour les questions qui ont été posées dans la boîte de dialogue. Nous vous ferons parvenir
les questions, les réponses que nous avons pu apporter à vos questions. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos expériences d'utilisation de l'outil ACE. Merci encore.